Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Togo ébranlé par une attaque terroriste meurtrière, une première dans le pays. L'offensive perpétrée dans le nord de l'État a causé la mort d'au moins 8 soldats. Le soutien du Fonds international pour le développement agricole en faveur des agriculteurs somaliens déjà impactés par la sécheresse. Les petits exploitants subissent de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine. Et puis focus sur deux compétitions de football majeures sur le continent. Les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération de la CAF se joueront ce week-end. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Maroc et l'Espagne s'accordent pour la réouverture des postes frontières de Ceuta et Melilla. D'après le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, cette réouverture se fera le 17 mai prochain, une mesure qui intervient après 2 ans de fermeture. En cause, la pandémie de coronavirus, mais aussi la crise diplomatique entre Rabat et Madrid. Les deux pays s'étaient notamment opposés sur la question du Sahara occidental. La brouille diplomatique a finalement pris fin en mars dernier lorsque l'Espagne a annoncé le début, je cite, d'une nouvelle étape dans notre relation avec le Maroc, basée sur le respect mutuel notamment. C'est une première pour le Togo. Le pays a été secoué par une attaque terroriste meurtrière perpétrée dans le nord dans la nuit du 10 au 11 mai. Selon un premier bilan donné par les autorités, au moins 8 soldats ont perdu la vie lors de cette offensive. Un bilan auquel s'ajoutent également 13 militaires blessés. Un sujet de la rédaction. La menace terroriste s'étend en Afrique de l'Ouest. Le Togo a essuyé sa première offensive meurtrière perpétrée dans la nuit du 10 au 11 mai. C'est un poste militaire situé dans la préfecture de Kpenjal, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, qui a été pris pour cible. Le bilan humain est important. Les autorités ont pour l'heure évoqué 8 morts et 13 blessés dans les rangs des militaires. En termes du Conseil, le chef de l'État a annoncé au Conseil des ministres la terrible nouvelle que nous avions subie vers 3 heures du matin, une seconde attaque à notre frontière nord, à Kwetpankandi, dans la préfecture de Kpenjal. Nos forces de l'ordre et de sécurité ont été vaillantes et brillantes sur cette riposte importante, mais la nation togolaise déplore quelques morts et blessés et quelques dégâts matériels. Le poste de sécurité attaqué faisait partie du dispositif de l'opération Kondjouaré. Dans le cadre de cette opération lancée en septembre 2018, des forces de défense et de sécurité togolaises ont été déployées dans la région des Savanes, située au nord du pays. Leur principale mission, repousser les terroristes provenant du Burkina Faso. Dans ce contexte sécuritaire tendu, le gouvernement a lancé un appel à l'unité. C'est le moment de rappeler quand même à nos compatriotes, une fois de plus, que nous sommes dans un environnement qui est devenu dangereux, que notre drapeau national est l'objet de multiples attaques. Notre territoire l'a subi et chacun de nous le subit dans sa chair aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, nous avons pleuré des pertes au Mali. Nous avons pleuré encore quelques compatriotes qui sont décédés. Et aujourd'hui, nous subissons ces morts sur notre propre territoire. Chacun de nous doit avoir la conscience que nous sommes en danger, que nous devons réagir à cela, nous devons rester vigilants et nous devons plus que jamais montrer une unité. Outre la population, cette attaque a aussi suscité l'inquiétude de l'Union européenne. D'après le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, cet assaut montre que la menace terroriste se propage vers les pays du Golfe de Guinée. La CEDEAO, quant à elle, condamne avec la plus grande fermeté cette offensive. L'actualité, c'est aussi le lancement d'un fonds souverain en Namibie, une initiative destinée à assurer la prospérité des citoyens. D'après le président Hage Geingob, ce fonds sera alimenté par les ressources minérales notamment, ou encore les énergies renouvelables. Pour rappel, c'est en 2021 que les autorités avaient annoncé cette mesure. Ce fonds servira également à relancer la croissance économique en développant divers projets d'infrastructures.
Dans le reste de l'actualité, une modification de la législation en Angola, une directive prise par le gouvernement en vue d'augmenter la production de pétrole qui, au cours de ces dernières années, se serait déclinée selon le ministre des Ressources minérales, du pétrole et du gaz, Diamantino Azevedo. Avec cette modification, les autorités espèrent ainsi attirer les investisseurs pour favoriser l'exploration pétrolière. Le pays pourrait donc lancer des appels d'offres lors de la 8e édition du congrès et exposition du pétrole africain qui se tiendra du 16 au 19 mai sur son territoire. D'ici 2025, la Tanzanie ambitionne de créer 300 000 emplois, une ambition qui pourrait bien se concrétiser grâce à un financement octroyé par une société chinoise. La compagnie va en effet décaisser au profit du pays 3 milliards de dollars, un investissement qui permettra d'ailleurs à l'État de développer son secteur industriel. Marie-Raphaël Antolo. La Tanzanie va créer plus d'emplois dans le pays. Ceci à travers un investissement de 3 milliards de dollars obtenu d'une entreprise chinoise. Avec ce financement, la Tanzanie va mettre au point un nouveau programme industriel qui, selon les autorités, va attirer environ 100 000 emplois directs et 300 000 d'ici 2025 et booster l'économie tanzanienne. La Tanzanie, comme beaucoup de pays africains, souffre de ce qu'on appelle l'emploi informel. Aujourd'hui, les taux d'emploi formel en Tanzanie ne dépassent même pas 20%. Ce qui veut dire qu'en réalité, le plus grand problème aujourd'hui, c'est essayer de formaliser les emplois existants et bien sûr industrialiser le reste. Bien sûr, avec beaucoup d'argent qui entre sur un secteur bien précis, bien géré, il sera possible d'avoir un coup de pouce. Le plus important, c'est de savoir choisir la bonne gouvernance et s'assurer que les choses qui sont faites correctement. Selon le discours du ministre de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce, Achetu Kijaji, le schéma industriel consistera à fabriquer des équipements électriques, des vêtements, des produits pharmaceutiques et des matériaux de construction. Les secteurs les plus importants pour un pays comme la Tanzanie, c'est formaliser le secteur industriel agricole, l'élevage et la pêche, pour être en mesure d'avoir des cycles courts sur la nourriture, ce qui est quelque chose qui peut être poussé par l'économie domestique, mais également développer les exportations. Notons qu'à l'heure actuelle, la Tanzanie compte plus de 62 000 petites industries qui ajoutent de la valeur aux matières premières extraites en interne. Des experts indiquent également que la Tanzanie est l'un des pays d'Afrique subsaharienne qui a connu une croissance soutenue en raison de son intention délibérée de maximiser la croissance de sa production industrielle. Les répercussions du conflit entre la Russie et l'Ukraine se ressentent dans la Corne de l'Afrique, et particulièrement en Somalie, où les petits exploitants déjà affectés par la sécheresse doivent désormais composer avec l'inflation et le blocage des chaînes d'approvisionnement. Un contexte difficile qui a poussé le Fonds international de développement agricole à réagir. Gladys Momba. Les agriculteurs somaliens sont en difficulté. Aux saisons des pluies ratées, à la sécheresse et à la famine est venu s'ajouter le conflit en Europe de l'Est, ralentissant les chaînes d'approvisionnement et occasionnant la flambée des prix, des réalités aux effets dévastateurs qui ont entraîné des pertes de revenus dramatiques et fragilisé les moyens de subsistance d'une population déjà vulnérable. Ce sont des moments difficiles pour les agriculteurs. J'ai essayé de planter quelques cultures. J'ai peut-être la terre, mais le coût des intrants et de l'équipement agricole monte en flèche. J'aurais peut-être besoin d'un moteur, d'un tracteur, d'engrais et de pompes à eau. Malheureusement, je ne peux pas cultiver en raison du manque de ces facteurs. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, organisme des Nations Unies, a donc lancé le 11 mai 2022 une initiative de riposte à la crise, dans le but d'aider les petits exploitants des pays à haut risque à continuer à cultiver durant cette période difficile. La Somalie est en tête de liste. Aujourd'hui, nous avons vu les engrais que les agriculteurs utilisaient. Ils nous ont dit que les prix avaient doublé au cours des 2 derniers mois. Donc, ils ne peuvent pas se les permettre. C'est donc là que le CRI intervient pour les aider à traverser cette période en leur accordant des subventions supplémentaires pour les intrants d'engrais pour les aider à traverser cette crise. La nouvelle initiative permettra aux petits exploitants d'accéder à des intrants agricoles essentiels tels que des semences, du carburant, des engrais et des financements pour soutenir la prochaine saison de plantation. Sur les 22 pays que le FIDA ambitionne d'aider grâce à cette initiative de riposte à la crise, 17 sont africains.
La Côte d'Ivoire vit à présent au rythme du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Cet événement culturel phare, qui en est à sa 14e édition, a démarré ce 10 mai à Abidjan. Au programme de ce grand rendez-vous notamment, Youssoufa, Coco Argenté, mais aussi le groupe Magic System qui organise le FEMUA. Notre correspondante Hortense Assaga est allée à leur rencontre. 14e édition du FEMUA, je suis ici avec le groupe Les Magiciens qui ont su mettre le nom de leur village sur le planisphère mondial, vous l'aurez compris, Anoumabo et joli Marcory. À côté de moi, alors je vais commencer, Tino, Goudé, Salif, Manaja. Les Magic Systems sont nos invités, nos festivaliers du jour aujourd'hui. Alors, commissaire général, je respecte en vos grades. En vos grades de qualité. J'adore cette expression. Ah, ouais. Alors, 14e édition, on peut dire quoi? Vous l'avez fait, vous le faites? La 14e édition, c'est toujours une joie de voir son enfant grandir. Quand un enfant a 14 ans, comme je l'ai dit, c'est l'âge où il va passer son premier examen au secondaire, donc c'est le BPC. Donc on est fiers de le voir grandir. Et puis voilà, nous on est contents de voir que le FEMUA prend de l'ampleur, ça grandit d'année en année et on espère que ça va continuer. Et puis on termine avec la RDC, invité ici, un hommage à Papa Wemba, on l'a vu, la présence de Maman Amazon, de grands artistes, Félix Wazekwa entre autres. C'était aussi important ça de tisser ce lien avec la RDC qu'avait formidablement tissé Papa Wemba, feu Papa Wemba. C'est un double hommage, on avait voulu doublement rendre hommage au fils du pays, un enfant du pays qui est tombé sur la scène du FEMUA, qui est Papa Wemba, et puis rendre à côté aussi hommage à la musique qu'il a su promouvoir et qui est aujourd'hui inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, ne manquez pas ça, les magiciens seront sur scène ici samedi avec évidemment 12 autres artistes pour ce FEMUA 14, une édition qui s'annonce belle. À bientôt. Merci. À bientôt, Hortense est là et le festival peut commencer. C'est gentil. Merci. Un mot de sport à présent avec les demi-finales de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération de la CAF. Des rencontres qui se joueront les 13, 14 et 15 mai. Le premier temps fort de ces demi-finales de la Ligue des Champions se déroulera ce vendredi avec le face-à-face Wydad Casablanca-Petro Luanda. On fait le point avec José Douglas. D'abord, la Coupe de la Confédération avec Al-Ahly de Tripoli qui perd à domicile face à Orlando Pirates 2-0. Noureddin Sali connaît bien les deux équipes. Orlando Pirates, c'est une équipe qui connaît quand même la compétition. Al-Ahly, c'est l'invité, on va dire, surprise de cette année-là, de cette compétition, malgré tous les problèmes intérieurs par rapport au déroulement du championnat. Et le TP Mazembe s'en sort plutôt très bien en allant battre le RS Berkane, équipe entraînée par Florent Ibenge, le TP Mazembe qui doit tout de même se méfier lors de ce match retour. Le RS Berkane, cette équipe marocaine qui a commencé à prendre goût à jouer dans la cour des grands et a commencé à prendre place parmi les gros. TP Mazembe, malgré beaucoup de problèmes au sein de cette équipe, c'est une équipe en reconstitution, c'est une équipe depuis 2-3 ans qui commence à se chercher, mais ça reste quand même une équipe redoutable. Je pense que cette équipe de TP Mazembe peut venir au bout de cette équipe de RS Berkane. Les matchs retour justement ont lieu ce dimanche 15 mai. Le stade international d'Akpabio, situé à Uyo au Nigeria, a été retenu par la CAF pour accueillir la finale de cette Coupe de la Confédération le vendredi 20 mai 2022. C'est une première pour une coupe majeure continentale à être organisée au stade international de Uyo. La saison dernière, la finale de la Coupe de la Confédération a eu lieu à Cotonou, au Bénin, où le Raja du Maroc avait battu l'équipe algérienne de l'AGS Kabylie sur le score de 2-1. Un mot également sur la Ligue des Champions. Les Égyptiens d'Al-Ahly ont pris une bonne option pour la finale en écrasant le Sétif sur le score de 4-0 à l'aller, avec des buts de Persito à la 30e et 90e minute, Ter Mohamed 54e, Mohamed Chérif 72e. Le Wydad aussi a réussi un super coup en allant battre Petro Luanda 3-1 et les buts ont été inscrits par Thiago Azualo contre son camp, puis Yaya Jabran 54e et Guy Benza 68e et réduction du score par Ricardo Job à la 81e minute de jeu. Match retour ce vendredi 13 mai pour le Wydad qui accueille Petro Luanda
Et ce samedi 14 mai, le SCTIF reçoit Al Hadi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.